Jean-Marie Loec, EDF Énergie Nouvelle. Je suis chef de projet développement et en particulier en charge des questions environnementales et de développement territorial, donc sur des projets éoliens flottants, mais également hydroliens et houlots-moteurs. Alors quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet sur les énergies marines en France. Donc là, c'est une carte qui dresse un peu le panorama des technologies d'énergie marine. Pour vous dire aussi qu'EDF, le groupe EDF est impliqué dans le développement de nombreuses technologies, que ce soit en France ou en Outre-mer. On a démarré par l'usine de la Rance, c'était dans les années 60, Christophe en a parlé avec l'usine marémotrice. On travaille également sur l'éolien posé, que ce soit sur la façade atlantique, mais également en Manche. Sur l'hydrolien, en Bretagne, avec le projet de Paimpol-Bréhat, mais également avec un parc pilote au niveau du Raz-Blanchard en Normandie. Et puis également un projet houlomoteur sur l'île de la Réunion qui s'appelle Houlostral. Sur le développement d'une technologie qui est doublement innovante, à la fois il faut mettre une éolienne sur un flotteur, donc c'est pas simple, c'est déjà une première innovation. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'elle soit flottante, ça permet de nous éloigner des côtes, donc ça a aussi un certain nombre d'avantages en termes de réduction d'impact paysager, mais aussi de limitation des conflits d'usage. Et puis l'autre avantage, il est aussi intrinsèque à la technologie, c'est qu'il n'y a pas de fondation, donc moins de contraintes géotechniques. Et puis l'installation, l'assemblage de la turbine et du flotteur se fait à quai. Donc on transporte avec un remorqueur l'éolienne entièrement assemblée, ce qui permet de réduire la durée des travaux en mer. Donc il y a un avantage à la fois environnemental mais également économique. Et la deuxième innovation, parce que nous on voulait faire quelque chose d'encore plus compliqué, on travaille sur une éolienne à axe vertical. Donc ça n'a rien à voir avec les éoliennes que vous pouvez voir en campagne. Donc pourquoi de l'axe vertical? Donc on a fait ce pari-là avec nos partenaires parce que ça permet d'avoir une meilleure stabilité, notamment à la houle, du fait qu'on rabaisse le centre de gravité au centre et au pied de l'éolienne. Et puis on travaille aussi sur une conception simple et robuste. Il n'y a pas de système d'orientation de pale ni de boîte de vitesse. Donc l'idée c'est vraiment de s'adapter aux éléments. Donc vous voyez sur la petite photo donc l'éolienne à axe vertical, donc avec un rotor qui fait à peu près 100 mètres de haut pour 50 mètres de diamètre. Et puis derrière un flotteur. Donc le tout est bien entendu stabilisé au moyen d'un système d'ancrage, donc avec des rayons d'ancrage qui font de l'ordre de 500-600 mètres, et puis des ancres au bout. On n'est pas les seuls à développer des prototypes d'éoliennes flottantes. Il y a à peu près entre 15 et 20 démonstrateurs en cours de développement. Donc vous voyez ici quelques exemples, c'est essentiellement des turbines à axe horizontal. Donc vous voyez une première turbine ici développé par un opérateur norvégien qui est Statoil, alors avec un flotteur de type Spar. Il y a également des Portugais, EDP, qui développent une turbine qui a déjà été testée au large des côtes portugaises. Également les Japonais qui vont très vite, notamment au large de Fukushima. Pareil, ils ont déjà aussi testé des prototypes en mer et ils envisagent de le raccorder l'année prochaine. Mais il y a également des technologies françaises avec des opérateurs français, il y a des CNS, Ideol, qui développent également leur propre technologie. Alors les étapes et les calendriers de la filière. Alors pour développer la technologie, on a 3 grosses étapes. La première, c'est la construction d'un prototype terrestre à Fos-sur-Mer qui est en cours de construction. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a validé la technologie, on va passer en mer, donc on met la turbine sur un flotteur et on va le tester sur un site d'essai qui s'appelle Mistral. Et la dernière étape avant l'industrialisation de l'éolienne, c'est des essais sur un parc pilote qui lui sera localisé à 16 km au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc pour ceux qui se connaissent, c'est à côté de Fos-sur-Mer et Marseille. Alors, le projet, les différentes étapes du projet sont le fruit d'une concertation avec le territoire, avec une première étape qui était plutôt une approche institutionnelle entre 2009 et 2010. Donc, l'État a mené une concertation sur l'éolien offshore en Méditerranée, avec une zone dédiée à l'éolien flottant identifiée au large de Fos-sur-Mer. Donc parce qu'il y avait une bathymétrie et un gisement éolien adapté, mais également l'avantage c'est qu'on a les infrastructures portuaires à côté de Fos, donc c'était un élément et un critère important.
Et puis également, il y a eu des critères environnementaux et vous voyez la zone qui est identifiée en vert sur la carte. Donc c'était une zone à enjeu modéré par rapport à ce zonage. Donc une fois que ce zonage a été fait, que le terrain de jeu quelque part a été identifié, nous on est arrivé à partir de 2010-2011 et puis on a regardé un peu les enjeux du territoire. Alors il y a des enjeux évidemment environnementaux, il y a des zones Natura 2000, il y a également le parc naturel de Camargue, un site d'importance mondiale au niveau pour les oiseaux. Il y a des usages, il y a de la pêche, il y a de la plaisance, il y a aussi des zones de dépôt de dragage. Bien évidemment, il y a la navigation maritime. Le port de Fos-Marseille, c'est le premier port en France. Donc, vous voyez sur la carte là, les trajets de bateaux. Donc, voilà, il fallait trouver aussi de la place avec un chenal d'accès au port de Fort-sur-Mer à respecter, des zones de mouillage aussi réglementées, puis des radars qui surveillent tout ça. Il y avait également une problématique aérienne, puisqu'il y a la base d'Istres qui est située à proximité. Et puis, on va dire un historique sur le territoire, parce que c'est un territoire qui est marqué par son industrie pétrochimique, par également des projets d'installation d'incinérateurs, puis les infrastructures portuaires. Donc, ça n'a pas été facile au début. Ils nous ont dit, oh, voilà encore un projet, on va l'installer. Donc, ils voulaient le territoire. Il était hors de question de nous signer un chèque en blanc. Donc ça, on l'avait bien identifié dès le début. Et puis, justement, le challenge était de les associer à nos réflexions. Pour faire un peu une synthèse de ces travaux de concertation, on a organisé ce qu'on appelle un forum du projet à Port-Saint-Louis-du-Rhône qui a réuni à peu près 150-200 personnes pour justement représenter un peu cette démarche, les principaux choix technologiques pris et puis les valider collégialement. Alors donc la concertation a entraîné des résultats concrets, donc ça a permis de valider la zone du site d'essai mais également du parc pilote. On a fait aussi des concessions, par exemple sur le site d'essai, on voulait une durée d'exploitation supérieure à celle qu'on a réussi à obtenir, donc on voulait 10 ans, les pêcheurs nous ont dit non c'est trop, donc on a réduit à 5 ans. Pareil, le nombre d'éoliennes sur le site, ils nous ont dit oh non 3, l'emprise est trop importante, donc on a regardé, on a fait une concession, on a réduit à 2 emplacements. Donc voilà, c'était un échange perpétuel. On a également travaillé sur la définition du tracé du câble par le biais d'analyses multicritères, à la fois des critères environnementaux, des critères techniques et économiques, et puis aussi liés à la sécurité maritime, et pour le poste de transformation et pour le mât de mesure. Et tout ça, on leur a dit, bon ça c'est pour le projet. Maintenant aussi, essayons d'identifier des projets de territoire, parce que ces projets-là peuvent être une opportunité pour justement faire émerger des idées nouvelles sur le territoire, le dynamiser. Et donc on a sondé les gens, on leur a dit, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et ils nous ont dit, nous on veut, c'est favoriser l'emploi local. On veut aussi avoir une maison du projet, parce qu'ils nous disent c'est bien votre projet, mais on ne va pas le voir. Donc c'est aussi la spécificité de l'éolien flottant, c'est qu'on peut les éloigner. Donc ils nous ont dit comment on va expliquer à nos amis, à nos collègues, voilà votre projet. Donc du coup il y a émergé une idée de créer une maison des énergies pour expliquer tout ça. Ils nous ont demandé également d'assurer un suivi environnemental. Ils nous ont dit il y a eu trop de projets où voilà, ça s'est fait en catimini. Nous, on est prêt à vous accompagner dans votre projet. Par contre, on veut aussi s'assurer de l'impact environnemental de vos installations. Donc, il y a eu un focus important là-dessus. Et puis, il y a eu le but aussi de ces projets de territoire, ils nous ont dit il faut nous informer régulièrement sur le projet. Ça on est habitué, on le voit au travers de Paimpol-Bréhat, ce pas des démarches nouvelles, mais l'idée c'est la concertation ne s'arrête pas à l'obtention des autorisations, mais c'est vraiment un processus continu tout au long de la vie du projet. On a validé le projet fin d'année dernière. L'objectif, c'est de pérenniser ce processus de concertation avec le territoire. Donc pour cela, on a créé un comité de liaison. On le fait déjà, par exemple, sur Paimpol-Bréhat. Donc un comité de liaison, on réunit à peu près, tous les 2-3 mois, une vingtaine d'acteurs du territoire pour les informer de l'avancée du projet et puis pour échanger aussi, pour discuter avec eux, par exemple sur la communication. Ils nous ont dit, nous on leur dit qu'est-ce que vous souhaitez faire, donc on envisage de créer par exemple un site internet, une plaquette, etc. Donc on leur demande des éléments, des informations sur le contenu. L'idée c'est vraiment de co-construire et qu'on ne soit pas les seuls à travailler sur ces thématiques-là.
Donc on va également pérenniser ce processus de concertation pour développer leurs projets de territoire, hein. C'est la maison du projet, c'est l'information du public. Et donc c'est des projets en soi, c'est aussi à un moment au territoire de se prendre en main et de dire nous on a de bonnes idées, l'industriel il est là pour les accompagner, mais voilà, c'est des projets à part entière. Et puis on travaille également sur tout ce qui est retombées locales, donc au niveau du plan industriel, hein, là on est sur des phases démonstrateurs par pilote, mais il faut commencer à préparer l'industrialisation de la technologie. Donc on regarde et on travaille en lien étroit avec les services de l'État pour identifier le tissu industriel local et puis regarder comment il peut répondre à nos futurs appels d'offres et puis qu'il soit aussi compétitif parce que c'est aussi important. Et en termes d'emploi et de compétences aussi, on va créer des métiers nouveaux, exploiter un parc pilote. Voilà, c'est des choses du jamais vu en France. C'est le premier qui va sortir si ça sort en 2018-2019. Donc il faut aussi développer ces compétences-là et travailler avec le territoire là-dessus. On souhaite aussi initier un suivi environnemental de référence. L'objectif, c'est qu'un site d'essai, ça doit nous permettre vraiment d'acquérir un retour d'expérience sur l'impact de cette technologie avant de l'envisager à plus grande échelle. On voit bien que ce soit sur l'hydrolien, sur l'éolien flottant, mais sur d'autres technologies non matures, on a assez peu de recul là-dessus. Donc c'est vraiment des opportunités uniques de recueillir des données. Donc pour ça, on a créé aussi un comité scientifique qui réunit une trentaine d'experts de différents domaines, hein, que ce soit les oiseaux, le benthos, etc. Et puis on travaille avec eux pour définir les protocoles de suivi. On leur dit, ok, maintenant on a des autorisations, on va avoir des projets. Bon, quels sont pour vous les protocoles de suivi à mettre en place? Et puis, une fois qu'ils seront mis en place, l'idée c'est de discuter des résultats et éventuellement de proposer des recommandations qui pourront être intégrées pour les projets futurs. Anne-Marie Grimaud pour Vendée Nature Environnement, réseau FNE. Alors, il me semble que dans votre exposé, vous avez évoqué des problèmes de cumul d'impact. Alors, il se trouve qu'en Vendée, nous avons quelques soucis de ce côté-là. En effet, il y a non seulement les projets d'éoliennes en mer, dans le parc des Deux Îles, mais en même temps, il y a des projets d'exploitation de granulats qui sont assez importants. Il y a aussi des zones de rejet, d'immersion des sédiments portuaires, et j'en oublie certainement. Et au moins pour ces trois choses-là, il y a des conséquences qui interrogent évidemment nos associations sur la biodiversité, sur le maintien du trait de côte, et puis plein d'autres questions derrière. Ce que je voudrais vous demander, c'est, dans le cas que vous avez présenté, comment vous avez tenu compte du cumul des impacts, quelle méthodologie éventuellement vous avez suivie? Première question. Deuxième question, comment ça s'est inséré dans la concertation que vous avez organisée? Comment ça a été abordé? Comment ça a été traité? Quels ont été donc les résultats au niveau de la concertation? Et aussi, comment vous avez suivi l'évolution du problème? Parce que le cumul d'impact, il ne s'étudie pas qu'au moment du projet, mais si le projet se réalise, ça perdure, les problèmes. Donc voilà, ce sont ces questions qui nous intéressent particulièrement, puisque, en particulier, j'y viens là, à cause du problème du projet de parc éolien dit des Deux Îles. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Merci. Alors, la question de l'impact cumulé est une question très complexe. France Énergie Marine l'a rappelé. Je pense qu'on peut déjà rappeler qu'il y a un besoin de travailler sur ces questions-là. Alors, je ne connais pas la problématique vendéenne, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Moi, ce que je peux dire sur notre projet éolien flottant Méditerranée, c'est évidemment, on a fait des études, un état initial pour recenser les activités et les usages maritimes. On a associé aussi les pêcheurs, mais également le port de Marseille, tous les grands usagers de la mer pour justement recueillir leur avis. En termes d'impact cumulé, alors c'est toujours, c'est pas évident de répondre. Nous déjà ce qu'on peut dire, c'est que sur notre parc, par exemple sur notre parc pilote, l'activité de pêche sera interdite. Donc
On le fait parce que, vous imaginez bien, il y a des lignes d'ancrage, donc pour des raisons de sécurité maritime, il a été proposé d'interdire l'activité de pêche. Donc on voit bien que potentiellement le parc peut aussi avoir un effet bénéfique, parce qu'on parle beaucoup d'impact, etc., mais on peut aussi avoir des effets positifs pour l'écosystème marin. Après, nous, au sein de France Énergie Marine, c'est une question, l'impact cumulé qu'on fait remonter et sur lequel il faut qu'on travaille. Mais vous nous posez la question, mais c'est pareil, on est aussi en droit de demander un cadre méthodologique pour travailler sur ces questions. Je sais que on y réfléchit dans les services de l'État et puis au sein des industriels. Et je pense que on va progresser là-dessus. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans la démarche, on l'a intégré, mais au travers de la concertation essentiellement.